Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine où nous poursuivons notre découverte de l'humanisation des soins avec Bénédicte Minguet. Bénédicte Minguet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, que vous avez d'ailleurs consacré votre thèse doctorale sur cette thématique de l'humanisation des soins, que vous enseignez également à la faculté de psychologie de l'Université de Liège et que depuis 25 ans, vous accompagnez une démarche d'humanisation des soins au groupe santé CHC de Liège, ce qui fait que vous êtes la personne idéale pour parler de tout cela. J'avais envie de demander de quelle manière est-ce que cette humanisation des soins rencontre l'organisation du travail ? Oui, tout à fait. L'humanisation des soins rencontre l'organisation du travail parce qu'elle questionne les pratiques soignantes. Elle questionne l'organisation, elle questionne le fonctionnement institutionnel. Alors, on l'a entendu, la modification, la prise en compte des spécificités de l'enfant vient modifier les dispositifs thérapeutiques, vient modifier la façon dont la collaboration interdisciplinaire se construit et vient aussi questionner la capacité qu'ont les équipes à produire des pratiques humanisantes. Pour cela, on va s'interroger sur les espaces de liberté, les marges de manœuvre possibles dont les équipes vont disposer ou peuvent disposer pour pouvoir s'approprier une initiative, justement, une démarche d'initiative qui va précisément rencontrer les besoins des patients dont ils ont la charge. Alors pour aborder ces marges de manœuvre, pour soutenir les équipes dans cette créativité collective, on va s'appuyer sur un dispositif particulier qui est un des outils de l'humanisation des soins, qui s'appelle donc le dispositif institutionnel Mindel, qui a été élaboré par Gérard Mindel, d'ailleurs, qui est un psychanalyste, psychiatre et anthropologue français, qui a collaboré par ailleurs avec Jean-François Moreau pour modifier ce dispositif et en faire ce qu'on a appelé un dispositif de management consultatif. Alors en quoi consiste-t-il? Il va permettre des formes de concertation des équipes autour de l'organisation du travail. Alors quand on parle d'organisation du travail, on va aborder tout autant le contenu du travail et donc la relation thérapeutique que l'organisation du travail entre les professionnels et les conditions de travail dont ils disposent pour pouvoir mettre en œuvre et opérationnaliser leur métier. Ainsi, on va, avec ce dispositif institutionnel, ce dispositif de management consultatif, on va leur permettre de se concerter à raison de 2 heures tous les 3-4 mois et on va le faire avec une méthode très particulière. Car l'humanisation ici vient apporter une plus-value par rapport au fonctionnement habituel des concertations multidisciplinaires et des réunions de service. Elle vient un peu en décalage, je dirais, parce qu'elle va proposer des modalités de concertation différentes qui s'appuient sur des groupes homogènes de métiers et sur la capacité que vont avoir ces métiers. Donc si on pense aux infirmières, on pense aux éducateurs, on pense aux enseignants, ils vont réfléchir entre eux à la question du travail, à leurs préoccupations, à ce qui est important pour eux. Ils vont avoir un ordre du jour qu'ils vont placer eux-mêmes par ordre de priorité. Et puis, ils vont s'aligner sur des propositions à faire à leur ligne hiérarchique. Ils vont le faire par l'intermédiaire de l'écrit. C'est aussi un dispositif qui insiste sur cette notion de prise en compte, je dirais, dans la méthodologie des rapports d'autorité, parce que ça existe dans l'organisation du travail. Les prérogatives organisationnelles, elles sont attribuées à la ligne hiérarchique et pas nécessairement aux personnes de terrain. Par contre, pour pouvoir susciter cette appropriation de l'initiative, il faut mettre ces personnes dans des conditions. Ces conditions donc, sont les groupes homogènes de métiers, mais aussi un dialogue sur un long terme, pas une seule fois, mais sur plusieurs années, avec leur ligne hiérarchique, et ça se fait par l'intermédiaire de l'écrit. Parce que l'écrit, ça engage. Ça engage une pensée collective et ça engage aussi la ligne hiérarchique dans les propositions, les argumentations par rapport au fait qu'on va recevoir ou non une proposition venant du terrain.
Ainsi, dans la thèse, notamment sur l'humanisation des soins, pendant une dizaine d'années, quand je vous parle d'un long terme, c'est vraiment un long terme, mais c'est en termes d'expérience pilote, c'est extrêmement intéressant d'avoir soutenu ces équipes soignantes, donc en groupe homogène de métier, comme je vous le disais, dans ce dialogue avec la direction, mais dans ce dialogue aussi entre métiers, sur les questions relatives au travail et notamment à la prise en charge des enfants hospitalisés. Et alors, c'est Mendel qui va insister sur le fait que lorsqu'on va susciter ou favoriser ce qu'il appelait, lui, l'acte pouvoir. L'acte pouvoir, c'est la maîtrise que l'on peut avoir sur son acte, maîtrise en comprenant aussi l'initiative sur son acte. Lorsqu'on va favoriser cet acte pouvoir individuel ou collectif, on va alors contribuer au bien-être psychosocial dans l'institution et on va pouvoir générer des pratiques humanisantes qui sont très très proches de la détection et de la vigilance que les soignants ont en permanence sur le terrain par rapport à la prise en charge des enfants. Alors concrètement, c'est quoi l'acte pouvoir collectif? Eh bien, dans la thèse de doctorat notamment, dans ce suivi sur une dizaine d'années de ces équipes, eh bien, se sont appropriés la compréhension d'un dispositif thérapeutique à propos des enfants qui étaient hospitalisés. Il faut savoir que dans un service de pédiatrie, on hospitalise de façon majoritaire des enfants pour des indications somatiques, organiques. Mais de plus en plus, les hôpitaux reçoivent des enfants qui sont en souffrance médico-psychosociale et qui ont besoin d'un dispositif un peu différent. Alors, ce n'est pas facile de modifier ces dispositifs parce que l'organisation, le fonctionnement institutionnel, le flux de prise en charge, tout cela est minuté, financé, encadré d'une certaine façon et venir inscrire une autre modalité de prise en charge de ces enfants en souffrance médico-psychosociale en essayant d'y inclure des modalités de prise en charge davantage proches de la santé mentale, eh bien, il y a eu nécessité de négociation et de construction collective entre tous les niveaux de l'organisation du travail qui a pu se concrétiser 10 ans plus tard dans la création d'une nouvelle équipe et de lits attribués à cette prise en charge particulière avec des modalités de prise en charge particulières. Ainsi, on peut voir que pour revenir encore à cette notion d'identification des besoins de l'enfant, ici ce sont les personnes de terrain réellement pour qui on a offert ce dispositif, qui ont pu donc s'approprier cette initiative qui a contribué à modifier leur travail, modifier la relation aussi qu'ils avaient avec les enfants hospitalisés parce qu'ils avaient contribué à l'identification de meilleurs dispositifs thérapeutiques, je dirais. Cette quête de synergie entre tous ces acteurs, ça demande pas mal d'énergie quand même pour ces gens au fil des années, non ? Oui, ça demande une énergie, mais ça demande surtout de s'appuyer sur un dispositif particulier, répétitif, récurrent, donc qui revient tous les 3 mois et qui peut rendre visible une démarche de construction collective. C'est quand même ce que nous recherchons en général dans les hôpitaux, cette forme de mobilisation créative, collective. Mais pour ça, il faut pouvoir la soutenir parce que les enjeux du fonctionnement institutionnel et des logiques qui la composent sont souvent contradictoires avec cette construction. Ne serait-ce que la question de la division du travail, qui n'aide pas à avoir une vision globale de l'acte de soins ou de l'acte institutionnel, est en soi déjà une contrainte qui vient contrebalancer ce mouvement d'appropriation collective. Et comment les acteurs de terrain ont accueilli cette approche d'humanisation des soins? Est-ce que c'est accueilli de manière très positive, qui fait qu'aujourd'hui ils sont heureux de se rendre dans leur milieu de travail?
Alors, ce qui est particulier quand on s'intéresse à la souffrance des enfants, comme on l'a fait et qu'on l'a mise en évidence d'ailleurs par certaines de ces manifestations, qu'on demande aux enfants qu'ils s'expriment par écrit, qu'ils fassent des dessins, qu'ils mettent en scène quelquefois leur hospitalisation, on rend visible la souffrance des enfants. Eh bien, dans une institution, si vous faites ça, nécessairement, les équipes vont demander aussi à ce qu'on prête attention à leur souffrance. Alors à partir de là, l'institution, c'est un rôle institutionnel de penser quel type de dispositif va-t-on mettre à disposition des équipes pour prendre en charge, accompagner ou dépasser cette souffrance, comme dirait Christophe Dejour. Ainsi, on répond à un besoin. Après, c'est vraiment une question de méthode, encore une fois. Est-ce que ce sont des groupes de parole que l'on met en place pour que les soignants puissent déposer leurs difficultés émotionnelles? Est-ce que c'est un dispositif comme celui-ci qui permet aux soignants de s'approprier une partie des initiatives dans le travail pour pouvoir nourrir et alimenter de façon plus satisfaisante leur rapport au travail? Vous voyez, c'est un choix institutionnel de savoir quelle est la réponse à ces différentes formes de souffrance, mais qui sont aussi des expressions intimement liées au rapport que chaque professionnel a avec son travail ou avec le contenu du travail. Faire face à la souffrance des enfants, ce n'est pas facile, mais faire face à la souffrance dans l'organisation du travail, ce n'est pas évident non plus. Donc, à l'institution à percevoir et à proposer ces dispositifs qui, en général, sont très bien reçus puisqu'ils répondent. Pour autant qu'on ait bien identifié de quel type de souffrance il s'agissait, eh bien ça répond à un besoin et à une des conditions voilà, d'élaboration du travail de chacun. Bénédicte Minguet, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Au nom de toute l'équipe qui l'a préparée, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis d'ores et déjà à très bientôt.